Alors pourquoi la santé des dirigeants? Parce que tout simplement, je reviens à mon propos initial, effet Gulliver. Le jour où je m'intéresse à la santé des travailleurs non salariés, je constate d'abord que ce monde-là n'a pas de santé au travail. C'est-à-dire les employeurs cotisent pour leurs salariés, mais en revanche, ils n'ont pas de service de santé au travail. Et donc, le jour où je me suis intéressé à la santé des commerçants, des artisans, des professions libérales et des chefs d'entreprise, je me suis rendu compte que, je le disais un peu sous forme de boutade, mais qu'il y avait plus à l'époque de statistiques sur la santé des baleines bleues que des entrepreneurs. Et pourquoi? Parce que les baleines bleues, c'est une espèce en voie de disparition. Donc c'est tout à l'honneur de notre société de s'intéresser à des espèces en voie de disparition. Mais alors les entrepreneurs, les petits patrons, eux, ils peuvent crever la bouche ouverte. Ça donnait le sentiment qu'on s'en foutait. Et tu as dit quelque chose de très juste, plus la taille est petite, plus la santé du dirigeant est importante. Alors, il ne faudrait pas mal interpréter ça. Ça ne veut pas dire qu'on ne s'intéresse pas à la santé de Carlos Ghosn ou des numéros 1 des grands groupes. Je leur veux aucun mal. Mais regardez, quand Christophe de Margerie est mort d'un accident d'avion, 48 heures après, il était remplacé. Quand Steve Jobs est mort, l'action Apple a perdu moins de 1%. Quand Édouard Michelin est mort noyé, pas très loin d'ici, on était en Bretagne, le samedi de pêche, le dimanche on le retrouve noyé, l'action Michelin a perdu moins de 1%. Maintenant, si vous avez un patron de PME qui se tue contre un platane, qu'est-ce qui se passe? Là, vous avez un risque de dépôt de bilan. Mais ça correspond à ce qui a été dit. Plus la taille de l'entreprise est petite, plus la santé du dirigeant est un élément déterminant. Si demain Carlos Ghosn devait mourir, c'est parce que je lui souhaite. Mais vous avez 6 à 8 personnes dans le groupe Renault qui pourraient prendre la relève 48 heures après. Et peut-être d'ailleurs 4 ou 5 qui n'attendent que ça d'ailleurs. Non, ne riez pas. Enfin, peut-être plus d'ailleurs. Mais bon, mais dans ces grandes structures, le roi est mort, vive le roi. Dans la PME, et paradoxalement, plus c'est petit et moins on a de connaissances. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai créé l'Observatoire Amarok. Alors, le mot Amarok, c'est un mot esquimau qui signifie en gros, littéralement, Amarok, ça veut dire le loup. Mais la légende d'Amarok, chez les Esquimaux, c'est l'idée que le loup doit protéger les caribous. Et moi, je considère que les patrons de PME ne sont pas des loups, mais des caribous. C'est-à-dire qu'une société doit protéger ceux qui la font vivre. Et donc, l'idée, c'est que le loup doit protéger les caribous parce que s'il en mange trop, il crée lui-même les conditions de sa propre famine. Voilà. Donc, c'est pour ça que j'ai transposé ça, cette légende d'Amarok, à la santé des patrons de PME. Vous avez compris, je suis PMiste, donc je m'intéresse à ça. Et donc, qu'est-ce que j'ai découvert? La question de la santé, peut-être que ceux qui me connaissent m'ont déjà entendu sur ce point-là, ça commence par une phrase que j'ai entendue des centaines et des centaines de fois, c'est « je n'ai pas le temps d'être malade ». Voilà, je dirais que la santé des dirigeants, et d'ailleurs dirigeants patrimoniaux comme d'ailleurs les cadres et les cadres dirigeants dans les grands groupes. C'est pareil, ça. Les cadres dirigeants, alors ils ne sont pas engagés patrimonialement, ce qui fait que ce n'est pas des patrons patrimoniaux, dans mon sens, c'est important l'engagement patrimonial, mais les dirigeants dans les groupes, ils sont aussi très engagés dans leur travail. Et donc, je n'ai pas le temps d'être malade. Et j'ai même souvent entendu des hommes et des femmes dire « je ne tombe malade que quand je suis en vacances ». Je vous assure que je l'ai entendu souvent. Et j'ai même un jour, d'ailleurs, un artisan du bâtiment qui m'a dit « moi, du coup, je ne prends plus de vacances ». Voilà. Et il le disait sur un ton mêlé de fierté, voyez-vous, non, il faut prendre des vacances. Alors, qu'est-ce qu'on a découvert? Premier point, premier facteur auquel vous êtes confrontés, vous ne faites même pas attention, c'est le stress. Voilà. Et j'ai même beaucoup de dirigeants qui me disent « mais moi, j'aime le stress. C'est mon moteur, c'est ce qui me fait aller de l'avant. » Alors, il y avait une vieille théorie qui disait qu'il y avait le bon stress et le mauvais stress. Ne comptez pas sur moi pour vous dire que cette théorie a raison. Elle est de plus en plus remise en cause. Il y a un bon cholestérol et un mauvais cholestérol, ça oui. Mais par contre, il n'y a pas de bon stress. Le stress est pathogène. Et là où on s'en est vraiment rendu compte, c'est non pas quand on a mesuré l'intensité de stress, parce qu'un pic de stress en soi, ce n'est pas gênant. Ce qui est le plus gênant, c'est la durée d'exposition. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui est en permanence sous l'emprise du stress. Et là, quand avec mon observatoire, on a fait ce qu'on appelle des études longitudinales, c'est-à-dire qu'on a fait plusieurs mesures dans le temps,
Bien là, on s'est rendu compte que les dirigeants étaient en permanence sous l'emprise du stress. Et ça, c'est un facteur pathogène. Deuxième facteur plutôt pathogène, la surcharge de travail. Vous savez, le travail, c'est la santé. C'est qui chantait ça? C'était Henri Salvador. Mais enfin, Henri Salvador, c'était un intermittent du spectacle. Il avait le temps de se reposer. Vous travaillez, on regarde la DARES, les chiffres sont assez clairs. Contrairement à ce qu'on peut croire, les Français ne travaillent pas 35 heures. Ils travaillent en moyenne 38,4 heures. Les Français font des heures sup. Et ceux qui travaillent le plus, ce sont les cadres et les cadres supérieurs dans les groupes. Ils font en moyenne 45-50 heures. Et j'aime bien le rappeler à mes étudiants, hein, tous les Français ne sont pas aux 35 heures. Si vous êtes cadre, vous n'êtes pas aux 35 heures. Vous êtes un gros chargé de mission, donc vous travaillez. Mais au-dessus des cadres supérieurs des groupes, il y a encore une dernière catégorie, c'est commerçants, artisans, profession libérale, chefs d'entreprise. Et là, on est en moyenne 50-55 heures. Donc, de très très loin, vous êtes les plus gros travailleurs de France. Et quand on regarde, je dirais, les chiffres, oui, le travail, c'est la santé. C'est-à-dire que les taux de mortalité et de morbidité les plus élevés, ce ne sont pas les ouvriers non qualifiés, ce sont les chômeurs de longue durée. Et je vous renvoie à la lecture du livre du professeur Michel Debout, qui a écrit un livre sur le traumatisme du chômage. Il a raison. Michel Debout, qui est un type extraordinaire, et qui a d'ailleurs créé l'Observatoire du suicide, hein, c'est à lui qu'on doit aussi ces avancées-là, et il montre effectivement que le chômage tue, en quelque sorte, à petit feu, santé physique et santé mentale. Donc quand on dit que le chômage est un fléau, ce n'est pas uniquement comme ça une formule à l'emporte-pièce, c'est une réalité épidémiologique, c'est une réalité. Donc le travail, c'est bon pour la santé, c'est démontré. Maintenant, il y a une limite. C'est-à-dire, je travaille 7 heures par jour, 8 heures, 9 heures, 10 heures, puis après j'atteins un maximum. Je travaille 11 heures, 12 heures, 13 heures par jour, parce qu'il y en a qui vont jusque-là. Alors là, on risque de rentrer dans une phase pathogène. En fait, toute la question est de savoir où est le point d'inflexion. Et tiens, d'ailleurs, je vous pose la question, où est le point d'inflexion? Est-ce que ce sont les 35 heures? Tiens. J'ai posé la question à Lille, là-bas. J'ai pas eu de réponse. En fait, à vrai dire, il n'y a pas de réponse. On est tous très inégaux par rapport au travail. Vous avez des hommes et des femmes, le lundi à 10 heures, ils sont déjà fatigués. Non, ne riez pas, j'en croise à la fac. Ça existe. Hein. Et alors la première fois, je pensais qu'ils avaient fait la fête, puis la deuxième fois, je me dis, bon, et puis au bout d'un moment, ils sont tout le temps fatigués. Bon. Et puis vous avez des hommes et des femmes qui travaillent 10 heures, 11 heures par jour, ils sont frais comme des gardons. En fait, on est assez, je dirais, la nature est assez inégale avec ça. Hein. On n'est pas logé à la même enseigne. Par contre, tous, qu'on soit un gros travailleur ou un petit travailleur, il y a des moments où on se sent fatigué. Alors quel est mon conseil? Pas besoin d'aller très loin. Prenez votre agenda. Surtout, vous êtes ici des chefs d'entreprise, des artisans, des indépendants. Et regardez ce que vous avez fait dans les 15 derniers jours. Et peut-être que sur ces 15 derniers jours, vous avez fait plus de déplacements que d'habitude, ou vous avez répondu à davantage d'appels d'offres que d'habitude, ou vous avez enchaîné plus d'entretiens commerciaux, et vous vous sentez fatigué parce que vous en avez fait plus que d'habitude. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, quelle que soit la dose de travail qui est la nôtre, on n'est pas à l'abri de ça. C'est-à-dire que tout dirigeant que vous êtes, vous n'êtes pas en dehors des lois de la biologie. Donc mon conseil très simple, c'est que soyez à l'écoute de votre corps. Et quand vous vous sentez fatigué, faites l'effort de regarder si par hasard vous n'avez pas fait plus que d'habitude. Et comme vous avez une certaine latitude décisionnelle, c'est vous qui décidez quelque part, vous êtes relativement maître de votre agenda, même si des fois il y a des contraintes. Eh bien peut-être que cet appel d'offres, vous avez voulu à tout prix répondre le vendredi, avant de partir en week-end, ou peut-être d'ailleurs le samedi, hein, vous partez peut-être le week-end que le dimanche, j'en connais, eh bien vous auriez peut-être pu répondre à cet appel d'offres le lundi ou le mardi. Et mieux lisser votre plan de travail. Mais soyez attentifs à ça. Troisième facteur, qui est également un facteur pathogène, et d'ailleurs qui fait la noblesse de votre métier, c'est l'incertitude. L'incertitude du carnet de commandes. Et ça a été montré. Des hommes et des femmes qui vivent en permanence dans l'incertitude, c'est un facteur qui est pathogène. Et là, on voit bien, moi j'intervenais pour la Fédé à Lorient,
J'avais un de mes... ça doit être un artisan aussi du BTP, parce qu'il y en a plein à la Fédé, qui me disait, mais vous savez, si je n'ai pas un nouveau contrat dans 6 semaines, je ne sais pas comment je vais faire pour payer mes 2 salariés. Il faut quand même trouver le sommeil ce soir-là. Alors que moi qui suis fonctionnaire d'État, je connais mon salaire dans 5 ans. Je connais mon salaire dans 10 ans. Je connais mon salaire dans 15 ans. Et vous savez, dans la fonction publique, il y a des échelles indiciaires, sauf s'il y a un cataclysme grec ou chypriote. Ne riez pas parce qu'on y pense. Mais globalement, je ne risque rien. Moi, quand je vais voir un banquier, les banquiers sont sympas avec moi. Et quand vous allez les voir, vous, c'est peut-être pas la même chose. Vous comprenez? L'incertitude du carnet de commande. Ça, c'est une des réalités des chefs d'entreprise. Et enfin, le 4e et dernier facteur, qui est peut-être le plus insidieux, c'est la solitude. Ça, je ne le dirai jamais assez. Vous savez, l'expression « je suis le nez dans le guidon », combien de fois j'ai entendu ça dans le monde de la PME? Ça veut dire que certainement, c'est la marque d'un homme et d'une femme qui est tellement dans l'urgence du travail qu'on a du mal à prendre du recul et justement, ce qui fait très souvent défaut à la PME, c'est de faire de la stratégie. Dans les grands groupes, ils ont les moyens de faire de la stratégie en permanence. Le problème des grands groupes, c'est la flexibilité organisationnelle. La PME, la flexibilité, c'est votre raison d'être. Par contre, c'est justement de prendre du recul. Pourquoi? Parce que la solitude, c'est un facteur pathogène. Et donc, voyez-vous, si je devais m'arrêter là, incertitude du carnet de commande, solitude, surcharge de travail, stress, ben, vous avez compris quelle devrait être mon hypothèse. Vous devriez tomber comme des mouches. Tous. Ouais. Et pourtant, quand je vous regarde, vous me semblez plutôt bien portant. Et là, ça fait quelques dizaines de minutes que vous êtes debout, même pas assis. Je dirais fier dans vos baskets. Ah, certains me sont très bien portants. Ah, mais parce que j'ai une contre-hypothèse. Et la contre-hypothèse, je la dois à un chercheur israélien qui s'appelle Antonovsky. Et Antonovsky dit, mais quand on parle de santé, on est toujours négatif. Il dit, mais il faudrait voir les facteurs positifs. Et donc, il va inventer, pardonnez-moi pour le terme, la salutogénèse. Alors, un facteur salutogène, c'est un facteur qui est bon pour la santé, par opposition à pathogène. Alors, quels sont les facteurs salutogènes? Il y en a plusieurs. Le premier, et on a accumulé suffisamment de preuves, comme on dit, empiriques, pour se dire que cette connaissance est assez robuste quand même, hein, c'est le sentiment de maîtrise de son destin. Un homme ou une femme qui a le sentiment de maîtriser son destin, il vit mieux et plus longtemps que celui qui est fataliste. Ça, c'est un premier résultat. Et j'ai toujours été marqué par cette anecdote. C'était un jour, je faisais un cours en amphi, et je vois dans le fond, parce que les étudiants qui arrivent en retard, ils passent toujours par le fond, ils ont raison, et j'en vois un qui arrive en retard, et alors comme ça, je lui fais un signe de la montre. Vous savez ce qu'il me répond? Il me dit « Ah, excusez-moi, ma grand-mère a oublié de me réveiller. » J'enseigne pas à la maternelle, moi. Hein. J'enseigne à la fac. Le type, il avait 20 ans. Et il a dit ça naturellement, hein, il a fait rire tout le monde. Mais je vais vous dire, on n'en fera pas d'entrepreneur. Si à 20 ans, il a encore besoin de sa grand-mère pour se réveiller, et alors ce qu'il ne sait pas, c'est qu'il va débarrasser le plancher plus vite. Parce que c'est manifestement, là, c'est anecdotique, mais révélateur de quelqu'un qui ne s'assume pas. Vous savez, les gens qui ont toujours une bonne excuse. Hein, quoi qu'il en soit, il y a toujours une bonne excuse. Ils arrivent en retard parce qu'il y avait ceci, parce qu'il y avait cela, ils ont échoué, mais tu comprends. Enfin, non, mais c'est pas bon, ça. C'est pas bon. Être maître de son destin, ça veut dire, si je réussis, c'est grâce à moi. Si j'échoue, j'assume. Ça, c'est la bonne attitude et ça, c'est bon pour la santé. Deuxième facteur salutogène, le hardiness, c'est-à-dire l'endurance. Alors, ça veut dire quoi, l'endurance? Je tombe, je me lève. Je retombe, je me relève encore. Je tombe 7 fois, je me relève 8 fois. Eh bien, figurez-vous que si ça, c'est votre état d'esprit, c'est bon pour la santé. Ce n'est pas le fait de prendre des coups qui est bon pour la santé. Vous l'aurez compris, hein? C'est le fait d'avoir l'instinct du rebond. Voilà. Un homme ou une femme qui a l'instinct du rebond, qui se dit en fait qu'il n'y a pas d'échec, mais que l'échec n'est qu'une invitation à rebondir, c'est quelque chose qui est extrêmement important, extrêmement fondamental. Et enfin, troisième facteur, il y en a d'autres, mais je vais à l'essentiel, mais on pouvait s'en douter, c'est l'optimisme. Les optimistes
Et vous avez vu, au moment où je dis ça, je sens qu'il y a les bouteilles qui arrivent. Et c'est pour nous motiver. Et c'est peut-être un signal. Oui, c'est peut-être un signal. Bon, mais les optimistes, ils vivent mieux et plus longtemps que les pessimistes. Et je crois que, je vais me permettre de le répéter, parce que je l'avais dit lorsque j'étais, il y a 3 mois, 4 mois, à la CCI de Rennes, parce que j'avais été invité par Emmanuel Thaumier, et je suis content d'avoir fait la connaissance de Philippe Plantin. On va certainement mener des actions ensemble. Et avec mon observatoire, on a étudié les pessimistes. Et en fait, il y a 2 types de pessimistes. Ça, il faut bien l'avoir en tête. Le premier type de pessimiste, c'est les pessimistes anxieux. Alors, je ne sais pas si vous voyez les anxieux. C'est des gens qui voient tout en négatif. Mais, je ne sais pas si vous l'avez remarqué comme moi, les anxieux, en général, ce n'est pas des causeux. Hein, ça va, toi? Ouais. Ça va. Oui, il est là, tranquille, dans son coin. En fait, il psychosomatise. On appelle ça les atrabilaires. Ils se bouffent de l'intérieur. Ils font de mal à personne, mais ils se bouffent de l'intérieur. Il y a une deuxième espèce, qui est ce que j'appelle les pessimistes anxiogènes. Je ne sais pas si vous voyez la nuance. L'anxiogène, c'est un anxieux, mais qui vous irradie d'anxiété. Et on dirait même qu'il en est fier. Et je vais prendre un exemple qui m'a marqué. C'était il y a 10 ans. Moi, j'ai commencé ma carrière, j'étais dans une faculté de lettres. Alors, vous savez ce que c'est, les facultés de lettres? Vous en avez une à Rennes. Hein, je crois que c'est Rennes 2. Moi, j'avais Montpellier 3. En France, les facultés de lettres sont en grève tous les 2 ans. Et ça m'avait marqué, il y avait toujours ou bien Toulouse-le-Mirail, ou bien Rennes 2, ou bien Montpellier 3. C'était à chacune qui allait être la première dans le leadership des grèves. Et donc, mes étudiants, j'ai enseigné pendant 10 ans dans cette université, mes étudiants, c'était des trotskistes, des léninistes, des maoïstes, des staliniens. Enfin, j'ai fait de l'entrepreneuriat en milieu hostile, moi, pendant 10 ans. Et je me souviens, ce jour-là, j'allais surveiller un examen, et il y avait un long couloir. Puis d'un coup, une de mes collègues arrive, et elle me dit « Tiens, qu'est-ce que tu fais là ?» Et je lui dis « Je vais surveiller un examen. » Je vais vous dire, 10 ans plus tard, je me dis « Pourquoi je lui ai répondu ?» Elle me répond « Ah, tu auras assez de papier ?» De papier d'examen. Je vais vous dire une chose, moi je suis un vieux prof, hein, je vous l'ai dit, j'ai passé une agrégation, je suis normalien, ça fait 28 ans que j'enseigne, je suis déjà un vieux prof, d'accord? Des examens, j'en ai organisé des centaines et des centaines de fois. Eh bien, je ne me suis jamais, vous entendez? Je ne me suis jamais posé la question avant l'examen de savoir si j'allais manquer de papier, jamais. Mais au moment où elle me dit ça, je me dis, tiens, c'est pas con comme question. Mais au moment où je me dis ça, je me dis, mais au juste, est-ce que j'aurai assez de papier? Vous voyez? C'est ça l'anxiogène. C'est cette personne que vous voyez, mais en 5 secondes. En une question, elle vous a mis le doute. Mais ce n'est pas fini. Puis après, elle me dit, ah, et si tu as un étudiant qui triche? Ah, tu auras assez d'examinateurs? Je me souviens, et puis d'un coup, elle est partie. Ça vous est jamais arrivé, ça, des fois? Vous êtes bien, puis d'un coup, vous dites, tiens, je me sens pas bien. Jamais? Je vais vous dire, refaites, mon conseil est simple, hein, refaites le film de la journée depuis le petit matin. Et dites-vous qui j'ai croisé depuis ce matin. Parce qu'il est vraisemblable que vous ayez croisé un anxiogène. Et alors c'est terrible ces gens-là, parce qu'ils vous filent leur stress, vous étiez bien. Ils vous ont filé leur stress, ils repartent toujours aussi stressés. Mais vous êtes mal. Et d'ailleurs, la question que je peux poser, parce qu'ici on est en terre d'entrepreneuriat, comment on gère les anxiogènes? C'est intéressant ça. Il y a 2 méthodes, à mon avis. La première, et je voudrais que ce soit un message d'espoir, parce que j'ai bien vu que tout le monde n'a pas rigolé. Hein. Bon, oui. Donc il y a peut-être quelques anxieux dans la salle. Bon, eh bien je vais vous dire un truc. Les psychologues, il y a des psychologues ici, hein, qui peuvent en témoigner, hein, Madame Mercier, les psychologues diront, l'anxiété, hélas, c'est un trait de personnalité. Voilà. Et les traits de personnalité, c'est stable. Oui, à court terme, pas à moyen long terme. Si vous avez la volonté de changer, vous pouvez changer. Quelqu'un qui est pessimiste peut devenir optimiste. C'est vrai, hélas, en notre sens. Quelqu'un qui est optimiste, il lui arrive un grand malheur, peut devenir pessimiste. Hein. Ça peut, hélas, aussi jouer dans ce sens-là. Mais ne vivez pas toute une vie sous l'emprise de l'anxiété, parce que ce n'est pas une vie. Mais alors après, il faut se faire aider.
allez voir un psychologue, allez voir un psychothérapeute, allez voir un psychiatre, allez voir, peu importe, un coach, mais ne restez pas toute une vie sous l'emprise de l'anxiété, parce que ce n'est pas une vie. Il y a une deuxième méthode pour gérer les anxiogènes, qui est peut-être d'ailleurs un peu plus radicale, mais c'est d'ailleurs la seule chose de maths que j'ai appliquée dans ma vie. C'est la tangente. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la tangente. Hein, la première fois, l'anxiogène, il vous prend en traître. Mais une fois que vous l'avez repéré avec les palpitations cardiaques, le lendemain ou le surlendemain ou le jour où vous le revoyez arriver, vous faites en sorte que sa trajectoire ne croise jamais la vôtre. Vous prenez la tangente. Parce que ce type, il va vous filer son stress, et lui, il n'aura rien perdu, et vous n'aurez surtout rien gagné. Donc du coup, ce n'est pas un jeu gagnant-gagnant. Voilà. Et je me rappellerai toujours, j'étais avec la Fédération française du bâtiment de Lorient, ça m'avait marqué ça. À la fin, il y a un artisan du bâtiment qui vient me voir et qui me dit « Ah, votre définition de l'anxiogène ». Je dis « Vous avez reconnu un collaborateur ?» Il me répond « Non, ma femme ». J'avais pas l'air malin avec ma tangente. Faudra que j'y retourne, hein, pour voir. Enfin bon, bref. Et donc, vous aurez compris, la santé des dirigeants, c'est une balance. J'ai toutes les raisons de penser que quand on est un entrepreneur, on cumule du stress, de l'incertitude, de la solitude, de la surcharge de travail. Mais j'ai aussi toutes les raisons de penser que quand on est dirigeant d'entreprise, PME, que ce soit dans les services, que ce soit dans le bâtiment, que ce soit dans l'artisanat, vous ne croyez pas qu'il faut être maître de son destin? Si demain vous allez voir un banquier, que vous lui dites « Tiens, si je réussis, c'est que j'ai de la chance. » Voilà. Puis si j'échoue, ce n'est pas de ma faute. Voilà. C'est celle de la grammaire. Je ne sais pas si BTP Bank est là ce soir. Enfin, le conseiller BTP Bank vous dira « Je ne vous prêterai pas grand-chose. Hein » Deuxièmement, quand on est un entrepreneur, vous ne croyez pas qu'il faut être endurant? Vous ne croyez pas qu'il faut être endurant pour être entrepreneur? Je vous pose la question. Répondez, il y a peut-être des élus devant, ça serait bien qu'ils vous entendent. Attendez, je vais vous dire une chose, moi, il y a 10 ans, lorsque j'ai créé ma première micro-BNC, 28 ans de fonction publique, je crée ma micro-BNC, une semaine après, j'avais encore rien fait, je reçois une lettre de l'URSSAF. Voilà. Eh bien, je vais vous dire, comme quoi ça rend naïf la fonction publique. Quand j'ai ouvert, je croyais qu'ils allaient me féliciter. Mais pourquoi ça fait rire les gens? Quand je dis qu'en France, on puisse imaginer l'administration française féliciter un homme ou une femme qui crée une entreprise, pourquoi c'est risible? Pensez donc, je l'ai lu la lettre comme vous, ça commence par « sauf erreur de notre part ». Hein? Voilà, et puis après j'ai compris, c'est le seul truc qui est poli d'ailleurs. Hein? Et puis après j'ai regardé le chiffre en bas. Et j'en ai pris conscience récemment, je ne sais pas si je l'ai dit, mais au risque de me répéter, peu importe. Est-ce que vous avez prêté attention au logo de l'URSSAF? Non? Ah, vous faites comme moi, vous regardez le chiffre en bas maintenant. Hein? Oui. Eh bien, je vais vous dire, c'est à mourir de rire, parce qu'un logo, c'est fait pour raconter une histoire. Alors en fait, le logo de l'URSSAF, c'est un petit bonhomme. Alors, vous avez un carré qui représente la tête. Vous savez comment il est, le bonhomme? Il est comme ça. Eh bien, c'est ça l'URSSAF. Vous allez les voir, vous vous faites braquer, et si vous n'êtes pas content, ils vous mettent la tête au carré. C'est ça. C'est ça que raconte le logo. C'est extraordinaire. Extraordinaire. Non, mais, oui, extraordinaire. Oui. Oui. Et là, on a vu ceux qui payent l'URSSAF de ceux qui ne le payent pas. Voilà. Non, mais je vous assure, il faut l'enseigner, ça. Parce que les salariés ne savent pas tout ça. Ils ne savent pas tout ça. Il faut être endurant quand on est chef d'entreprise. Et puis, l'optimisme. Et moi, qu'est-ce que j'entends du discours? J'entends, on a été des formateurs. Ben oui, mais quand on est un dirigeant de PME, on est formateur de ses salariés et de ses apprentis. Eh bien, ça, c'est une fonction qui, de manière endogène, crée de l'optimisme. Quand on est un entrepreneur, on est un investisseur. Et l'investissement, ça veut bien dire que vous avez une vision positive de l'avenir. Quand on est un entrepreneur, on est un employeur. Ben, ça veut dire que là aussi, vous avez une vision positive de l'avenir. Et donc, on voit bien que être chef d'entreprise, par la formation, par l'investissement, par l'embauche, par la création même de l'entreprise. Regardez le mot création, c'est un mot religieux au départ, le créateur. Et pour un homme ou une femme qui va créer une entreprise, on dit le créateur. Mais pourquoi? Mais parce qu'on crée un monde. Et donc on voit bien que finalement, être entrepreneur, ça génère de manière endogène de l'optimisme.
Donc du coup, j'ai toutes les raisons de penser qu'il y a le positif et le négatif. Alors je vous pose la question, et c'est presque mon propos ultime, à votre avis, qu'est-ce que j'ai découvert? J'ai réalisé la première étude épidémiologique sur la santé des travailleurs non salariés. Et d'ailleurs, je le dis où que j'aille, je remercie solennellement le CJD, le Centre des jeunes dirigeants, qui a été le premier mouvement patronal en France à m'aider lorsque je suis parti sur la création de mon projet. Aujourd'hui, je remercie aussi la Fédé, parce que grâce à ProBTP, OPP-BTP, SMA-BTP, BTP Banque et la FFB, on a créé une cohorte de 350 chefs d'entreprise. Peut-être que d'ailleurs certains d'entre vous sont interrogés tous les 2 mois par mes services. Et nous avons réalisé cette épidémiologie supplémentaire spécifique au BTP. Mais globalement, qu'est-ce que j'ai découvert, à votre avis? Où penche la balance? Tiens, je vous pose la question. Oui, il y en a qui toussent. Vous diriez quoi? Une chance sur 2, hein. Et comme ça. Oui, je peux répéter la question. Donc, j'ai des facteurs positifs, j'ai des facteurs négatifs. Les facteurs négatifs, c'est le stress, la surcharge, l'incertitude, la solitude. Les facteurs positifs, c'est la maîtrise du destin, l'endurance, l'optimisme. Et donc, j'ai mesuré le poids relatif de tous ces poids, en fait. Et la balance, elle penche nettement d'un côté. À votre avis, duquel? Ah, positif, positif. À chaque fois, on me répond la même chose. Et là, permettez-moi de lancer un message. Il est très important que je sois indépendant. Et je vais me permettre de lancer un message qui est extrêmement important pour moi, et j'ai la permission de Pierrick de le faire. L'Observatoire à Maroc est une association à but non lucratif. Et je ne le voulais pas au départ, mais mon équipe m'a convaincu d'une chose. On va essayer cette année, non, on ne va pas essayer, on va le faire. On va faire en sorte d'être reconnu d'intérêt général. Parce que s'intéresser à la santé des patrons, pour moi, c'est un sujet d'intérêt général, au même titre que de s'intéresser à la santé des ouvriers et de s'intéresser à la santé des salariés. Je n'oppose pas, surtout pas en PME, TPE, le monde du salariat avec le monde du patronat. La thèse de la lutte des classes ne fonctionne pas dans les PME. Eh bien, je vais vous dire, première nouvelle, la balance penche du bon côté. C'est-à-dire qu'en fait, on met en évidence aujourd'hui ce que j'appelle une salutogénèse entrepreneuriale. C'est-à-dire qu'entreprendre, c'est bon pour la santé. Et pour une raison très simple, c'est que les entrepreneurs, ils ne sont pas en contrainte subie, ils sont en contrainte choisie. C'est-à-dire que personne n'oblige quiconque en France de créer une entreprise ou de reprendre une entreprise familiale. Dès lors que j'ai accepté, c'est la genèse de la décision, eh bien dans ce cas-là, je vais effectivement avoir beaucoup d'éléments pathogènes qui vont impacter ma santé, mais heureusement, les effets compensateurs sont encore plus forts. Par contre, deuxième résultat, on a mesuré, ça c'est en moyenne, mais après on a mesuré ce qu'on appelle les écarts types. Et là, on s'est rendu compte que la variance, si vous voulez, est beaucoup plus forte pour les entrepreneurs et les dirigeants que pour les salariés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les entrepreneurs, ils ont des hauts très hauts et ils ont des bas très bas. Et ça, c'est d'autant plus, je dirais, intéressant à analyser que si les dirigeants ont des bas très très bas, tu as parlé de burn-out, tu as parlé, hélas, d'un thème dont on ne parle jamais, qui a été le point de départ, moi, il y a 7 ans, lorsque j'ai créé l'Observatoire Maroc, je n'étais pas sur la santé, j'étais sur ce sujet tabou dont on ne parle jamais, qui est la question du suicide, le suicide patronal. Et j'avais été, comme vous, alerté par le suicide de Gamelin, à 2 pas d'ici, à Saint-Malo. Vu de chez moi, Saint-Malo, c'est à côté d'ici. Peut-être que pour vous, ça fait loin. Mais je me souviendrai que cet homme se suicide en écrivant une lettre, en disant à ses salariés « Pardonnez-moi, je n'ai pas réussi à redresser l'entreprise ». On n'en aurait jamais entendu parler si sa fille n'avait pas fait du buzz pour essayer de redresser l'entreprise. Et voyez-vous, ce qui m'avait interpellé, c'est que quand vous avez un patron du BTP qui se suicide, au mieux, ça fait un fait divers dans la presse. Quand vous avez un salarié du Technocentre de Guyancourt qui se suicide, c'est plus un fait divers, c'est un fait de société. Pourquoi la une pour les uns? Pourquoi un entrefilet pour les autres? Au nom de quoi cette différence? C'est un effet Gulliver. Je reviens à mon propos initial. C'est un effet Gulliver. Le biais de représentation du monde à partir des géants, il n'est pas propre qu'aux politiques.
il est aussi propre aux scientifiques, il est propre à la sphère médiatique. Où que j'aille, le monde de la PME n'est pas rentré, n'a pas imprégné l'esprit des gens qui prennent la plume. Et donc, du coup, je conclus en disant, s'il y a des bas très bas, quels sont les filets de sécurité qui existent? Il n'y en a pas beaucoup. Il y a Rebond 35, entre autres. Il y a APESA, dans certains tribunaux de commerce, qui se propagent. Mais des filets de sécurité, il n'y en a pas tant que ça. Eh bien, je terminerai en disant, mais est-ce qu'il n'est pas de notre responsabilité? Quand je dis notre responsabilité, c'est le monde patronal, sans forcément demander aux politiques. Moi, j'en suis à un stade où je dis toujours, finalement, mon propos est très politique en soi. Finalement, tout ce que je viens de vous dire est éminemment politique, mais au sens grec du terme. Je ne fais que remettre l'entrepreneur au centre du village, hein, dans mon propos, depuis le début de mon propos. Je ne fais que remettre l'entrepreneur, je ne fais que remettre le patron patrimonial patriotique au centre du jeu économique. Hein. Et je dis simplement, cet homme, cette femme qui s'est oublié pour sa santé, parfois il peut craquer. Et notre société, qui a eu des avancées sociales pour les ouvriers et les employés, et c'était très bien, a complètement oublié les 3 millions de travailleurs non salariés. Et bien du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut essayer de mettre en place des dispositifs. Et je vais vous annoncer, je l'espère en primeur, on va pas essayer, chaque fois je dis essayer, non, on va, avec la Chambre de commerce et d'industrie et avec la Chambre des métiers, on va mettre en place un dispositif, on en parlera peut-être plus tard, mais sur les commerçants et les artisans qui font l'objet d'un braquage. Quand un de vous se fait braquer, il n'y a rien. Quand vous avez un salarié qui se fait braquer, immédiatement il est pris en charge. Ben voyez-vous, c'est à ça que doit servir la recherche. Tout ce que je viens de vous dire est théorique. Je ne me suis renié en rien de ce que je suis, d'abord et avant tout un universitaire. Mais ce que je crois, au fil de mes 28 ans de carrière et de publication, c'est que les PME sont partout, elles sont au cœur de tout, mais quand on regarde les dispositifs médiatiques, politiques, scientifiques, on se rend compte qu'elles sont complètement zappées. Eh bien, c'est la raison pour laquelle je souhaiterais demain que mon observatoire devienne une association d'intérêt général, et pour qu'elle soit d'intérêt général, j'ai besoin d'adhérents. Il me faut minimum 300 adhérents. Aujourd'hui, j'en ai 500, donc j'ai déjà dépassé le stade. Mais je connais trop mon pays. Quand je vais aller à Paris et qu'ils vont me voir avec 300, ils vont me dire non, mais ça ne suffit pas. Donc j'ai dit à mon équipe, il faut qu'on soit 1000. Eh bien, vous m'avez compris. Je lance un appel et je vais vous dire, je suis même venu avec les bulletins d'adhésion. Voilà. Et ce soir, au moment des petits fours, pour ceux qui souhaiteraient m'aider et aider mon équipe, eh bien, venez adhérer à l'Observatoire. Oh, la cotisation, il y a 3 niveaux de cotisation. Le premier niveau, c'est 20 €. Donc, je dirais pour un dirigeant, 20 € s'il a envie de nous aider à être reconnu d'intérêt général, je pense que c'est une cause qu'on peut soutenir. Après, il y a peut-être des trucs un peu plus élevés, 50 et 250 pour ceux qui voudraient. Mais 20 €, je serais très content. Et plus on sera nombreux, eh bien plus on pourra essayer de faire pression auprès de l'État français pour demain reconnaître que la santé des entrepreneurs, c'est un sujet d'intérêt général. Et si moi j'arrive à faire ça, j'aurai le sentiment à ce moment-là d'avoir réussi ma carrière universitaire. Voilà. Merci pour votre attention. Merci.